professeur Imoru. Comme vous le savez, je suis le professeur Bessi Dansou Gaspard. Et cette communication ou bien cet entretien a été préparé en liaison avec le professeur, le maître de conférence agrégé, Imoru Swaibu. Diapo suivante. Eh bien, les étudiants en licence troisième année de médecine, des stagiaires internes, des médecins généralistes, des internes des hôpitaux en chirurgie, des médecins en dehors de chirurgie générale, d'anesthésie-réanimation et de gynécologie obstétrique. Diapo suivante. Diapo suivante. Cette communication va se dérouler suivant le plan que voici. Après une introduction, nous parlerons des généralités, de la définition, puis de l'intérêt, de la physiopathologie pour nous permettre de poser le diagnostic positif, de dire ce qui n'est pas péritonite aiguë généralisée et d'énumérer les étiologies de cette péritonite aiguë généralisée. Ensuite, nous allons faire un bilan préopératoire minutieux qui va permettre d'assurer le traitement de ces patients. En particulier, nous parlerons de moyens, des indications, des résultats avant de conclure. Diapo suivante. Diapo suivante. Eh bien, les péritonites aiguës généralisées sont des urgences abdominales fréquentes, graves, et qui mettent en jeu le pronostic vital du patient. Le pronostic est donc fonction de la précocité de la prise en charge médico-chirurgicale et il y a l'importance particulière de gérer la réanimation de ces patients. Diapo suivante. Abordant les généralités. Diapo suivante. Abordant les généralités, nous dirons en définition que la péritonite aiguë généralisée est une inflammation aiguë de la séreuse péritonéale. Il faut distinguer les péritonites traumatiques, issues donc des plaies ou des contusions abdominales, des péritonites non traumatiques, qui va faire l'objet de notre leçon. Il existe des péritonites localisées ou généralisées, donc généralisées qui intéressent toute la séreuse péritonéale. Il faut distinguer des péritonites primitives où ces péritonites sont dues à une inoculation par voie hématogène, en particulier des germes qui sont passés inaperçus, par exemple une infection ORL passée inaperçue, ou bien parfois le BK, le bacille de corps, qui peut par la suite intervenir et poser et entraîner une péritonite primitive. En d'autres termes, il faut comprendre qu'on n'a aucune lésion des organes intra-abdominaux. Puis les péritonites secondaires qui sont dues soit à une brèche ou à une diffusion d'une infection intra-abdominale. Les péritonites tertiaires sont celles qui sont liées à une persistance d'une infection déjà connue. Le malade souffre d'une infection et on est en train de le traiter et par la suite, il développe une complication, une péritonite liée à cette affection. Diapo suivante. Cette communication présente quelques intérêts. L'intérêt est d'ordre épidémiologique. Il s'agit d'une urgence chirurgicale fréquente, grave, émanant de diverses étiologies. Un intérêt diagnostique, essentiellement clinique. Et ce diagnostic doit être précoce. Cet intérêt est thérapeutique. Il s'agit d'une chirurgie encadrée par une réanimation pré-, per- et post-opératoire. Cet intérêt est également pronostique. Le pronostic est fonction de la précocité de la prise en charge. Diapo suivante. Si cette prise en charge doit être correcte,
il est important de connaître la physiopathologie des péritonites aiguës généralisées. Disons tout de suite que le péritoine, c'est une membrane très fine de 3 micromètres d'épaisseur avec une surface de 1 mètre carré. Son rôle d'assurer la sécrétion, la réabsorption, la résorption ou la réabsorption des liquides et des bactéries, en particulier des macrophages. D'où il y a un facteur pronostic majeur. Il devrait exister un équilibre entre les défenses du patient et du péritoine d'un côté et le volume, le type et la durée de la contamination de l'autre. L'inflammation aiguë du péritoine va entraîner des conséquences locales et générales. Au rang des conséquences locales, diapo suivante, nous pouvons citer, diapo suivante, nous pouvons citer la défaillance, la défense en cas d'agression en plusieurs phases. La première phase concerne la phase d'absorption qui doit être rapide des bactéries par le péritoine. La deuxième phase de destruction bactérienne qui se fait grâce à la cascade du complément et des phagocytes. Et la troisième phase, c'est la phase d'élimination de l'infection. Diapo suivante. Les conséquences générales, diapo suivante, les conséquences générales. Il s'agit d'une diffusion systémique de l'infection parallèlement à ces phénomènes locaux. L'inflammation aiguë du péritoine et la diffusion extra-péritoniale des produits toxiques infectieux entraîner un retentissement rapide sur les grandes fonctions vitales hémodynamiques liées à l'hypovolémie due à la formation du troisième secteur. Eh bien, tout le liquide vasculaire quitte, tout le liquide circulant quitte le lit vasculaire et vient se déverser dans la cavité abdominale, entraînant une altération des résistances vasculaires et parfois l'incompétence myocardique. Ce qui va être à l'origine d'une hypoxie tissulaire, d'une acidose métabolique avec une insuffisance rénale aiguë due à l'hypoperfusion, conséquence d'un état de choc. Diapo suivante. Des actions vont intéresser aussi le rein, donc une insuffisance rénale aiguë mixte, fonctionnelle et organique, due à l'hypoperfusion et les produits toxiques infectieux. Ces désordres vont également atteindre le poumon, entraînant une défaillance respiratoire multifactorielle. Il y aura une diminution de la fonction ventriculaire avec distension, contracture et mauvais jeu diaphragmatique, ce qui va être à l'origine d'une atélectasie des bases. Il faut noter que la contiguïté avec l'épanchement septique intrapéritonéal va entraîner des épanchements pleuro-réactionnels. La diffusion des produits toxiques infectieux altérant la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire sera à l'origine d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Diapo suivante. Ces désordres intéresseront également le métabolisme avec une acidose métabolique par hyperlactacidémie secondaire à l'hypoperfusion et à l'hypoxie. On va noter une dénutrition rapide chez le patient. Au niveau du foie, on va avoir une insuffisance hépatique avec l'ITER qui va être variable, mixte, cholestase et cytolyse modérée, en rapport avec une infiltration portale et périportale avec stase centrolobulaire, ce qui va entraîner une diminution de la synthèse protéique qui va être responsable d'un trouble de la coagulation, le TP qui va être bas,
Une défaillance multiviscérale au stade tardif sera à l'origine de la mort du patient. D'où l'intérêt d'un diagnostic précoce. Diapo suivante. Diapo suivante. Ce diagnostic va être articulé autour du diagnostic positif, du diagnostic différentiel et du diagnostic étiologique. Le diagnostic positif, en règle, est facile, basé sur la clinique, d'où l'importance d'un interrogatoire minutieux et presque policier pour pouvoir permettre de cadrer au mieux la gestion du patient. Ainsi, sur le plan fonctionnel, il va s'agir d'une douleur constante avec un siège initial et son maximum qui va avoir donc une valeur localisatrice, mais pas toujours évidente. C'est une douleur qui peut être brutale, qui va signer une perforation digestive. Il faut noter que les vomissements sont inconstants. Sur le plan général, on va noter une fièvre avec une fonction de la virulence qui est fonction de la virulence de l'infection. Cette fièvre peut être immédiate ou secondaire. On va noter une accélération du pouls qui va être souvent constante et qui a une valeur pronostique. Diapo suivante. Sur le plan physique, les signes physiques vont être abordés par un examen de l'abdomen. L'inspection va permettre de voir que l'abdomen est immobile, ne respire pas. Lorsque vous passez la main sur l'abdomen, on va noter lorsque vous affleurez l'abdomen, vous allez avoir une hyperesthésie cutanée. Au niveau de l'ombilic, vous aurez un cri de l'ombilic. Signe majeur, la contracture abdominale. Elle suffit pour poser le diagnostic. Parfois visible, on va noter un ventre rétracté avec des saillies des muscles droits. Cette contracture va être douloureuse, généralisée, localisée à un cadre où il prédominait au début. Il faut préciser que c'est une contracture qui va être invincible. Prends un ventre de bois, ne cédant pas sous la main qui palpe. Diapo suivante. Cette défense va parfois être remplacée par la contracture. On peut noter une défense qui remplace parfois la contracture. Il s'agit d'une contraction musculaire qui cède sous la main qui palpe. Nous allons terminer cet examen par le toucher rectal qui va trouver un cri du cul-de-sac du Douglas. Il est à noter donc, en résumé, que lorsqu'un patient se présente avec une douleur abdominale et ce que vous observez, un cri de l'ombilic, une contracture ou une défense et le cri du cul-de-sac de Douglas, il faut évoquer un syndrome d'irritation péritonéale. Le tableau n'est pas toujours franc, mais ne doit pas être confondu à d'autres pathologies que nous allons voir dans le diagnostic différentiel. Diapo suivante. Le diagnostic
différentiels, les péritonites localisés. Il s'agit des signes d'irritation péritonéale qui sont localisés au péritoine adjacent à un organe. Les péritonites traumatiques, le contexte s'y prête et on aura une notion de contusion ou de plaie abdominale qui va donc faire évoquer une péritonite aiguë généralisée. En dehors des péritonites localisées et traumatiques, l'infarctus mésentérique peut tromper, mais les signes suivants permettront de s'en écarter. Il y a la douleur abdominale qui est diffuse. Et dans les antécédents, vous allez réaliser qu'il s'agit qui est suivi pour une pathologie vasculaire. On va avoir une défense et non une contracture. La tomodensitométrie au scanner avec injection va permettre de faire la part des choses et de redresser le diagnostic. Il y a également la pancréatite aiguë à laquelle il faut beaucoup faire attention, sinon vous allez faire une laparotomie pour une péritonite aiguë généralisée, vous allez constater en préopératoire qu'il s'agissait d'une pancréatite aiguë avec cette douleur qu'il fallait beaucoup plus, dont il faut véritablement tenir compte. Eh bien, la pancréatite aiguë va donner aussi un tableau d'irritation péritonéale, mais on aura une notion de repas copieux, arrosé de bon vin chez le patient qui vient de faire une bonne fête. On va t'avoir également celui, eh bien, habituellement, ça peut évoluer sur un terrain de lithiase biliaire qui est connu. Et l'examen clé qui va permettre de partager, c'est la lipasémie, qui va être 3 fois la normale, d'où le diagnostic. En dehors de ces 4 diagnostics différentiels, il ne faut pas occulter l'hémopéritoine, qui le plus souvent, il y a une notion de traumatisme et patients chez qui la ponction transpariétale, la ponction abdominale transpariétale, ou bien lorsque vous avez la possibilité de faire une échographie abdominale ou un scanner va permettre de faire le diagnostic. Donc, une fois que le diagnostic différentiel est établi, il faut alors voir quelles sont les pathologies qui sont à l'origine de cette péritonite aiguë généralisée. Diapo suivante. Diagnostic différentiel, il faut tout de suite parler des péritonites appendiculaires qui sont les plus fréquentes. Il y a 2 mécanismes, soit c'est par diffusion, soit c'est par perforation. C'est-à-dire que cette perforation est inaugurale et permet de dire, ah, attention, avec des douleurs qui sont d'abord localisées au niveau de la fosse iliaque droite, puis généralisées très rapidement à toute la cavité abdominale. Ça peut être déjà une appendicite qui évolue ou bien une péritonite qui va être secondaire en un temps, en 2 temps ou en 3 temps. La particularité, c'est que vous avez au début une douleur en fosse iliaque droite, une fièvre qui va rapidement être élevée à 39 ou 40 degrés Celsius, un pouls va être accéléré en rapport, un pouls qui est accéléré et qui est en rapport avec la température.
On a le maximum de la douleur et de la contraction en fosse iliaque droite. Le toucher rectal va être maximal, va faire obtenir une douleur maximale en fosse à la paroi latérale droite du rectum, au niveau du Douglas. Et elle va être beaucoup plus à droite du rectum. La deuxième étiologie, la plus fréquente aussi, c'est la perforation du ducet gastrique ou duodénal. Elle est plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Et le plus souvent, comme la maladie causale, donc l'ulcère, qui va être à l'origine de cette perforation, le siège est le plus souvent duodénal, c'est-à-dire au niveau du bulbe ou de la petite courbure gastrique. Les facteurs favorisant une telle perforation, il faut citer le stress, les médicaments gastrotoxiques, le jeûne prolongé. Donc attention, lors des moments de jeûne ou suivant au cours des religions, dans le cas de religions de carême et autres, chez les musulmans, chez les chrétiens, il faut donc faire attention à cela. C'est d'ailleurs ça qui fait que le plus souvent on dit, s'il y a cette pathologie qui est en cours, si un malade souffre d'un ulcère gastrique ou duodénal, il est exempt d'observer ce jeûne en temps de carême. La particularité qui permet de dire qu'il s'agit d'une perforation du ulcère gastrique ou duodénal, c'est qu'il va s'agir d'une douleur brutale, en coup de poignard, en pleine santé, chez un patient en pleine santé. Cette douleur va être épigastrique et on pourra préciser l'heure. Et l'heure du dernier repas. Il faut noter que les vomissements sont inconstants. Diapo suivante. On va retrouver dans les antécédents de ce patient une douleur épigastrique périodique qui est rythmée par les repas. La perforation peut être inaugurale si la douleur était absente. Chez ces patients, on va avoir une température normale ou subnormale au début, le pouls souvent normal les premières heures. La contracture, quant à elle, va être maximale dans la région épigastrique. Devant ces patients, pour faire la percussion, il faut les mettre en position demi-assise. Et on va observer une sonorité pré-hépatique qui est anormale, signe d'un pneumopéritoine. On va noter l'absence ou la discrétion de l'hyperleucocytose. Lorsque ces patients sont reçus en urgence, la réalisation d'une radiographie de l'abdomen sans préparation de face, il faut bien préciser que face est debout, qui va montrer un croissant gazeux interhépatodiaphragmatique. Comme le montre la diapo suivante, au niveau de la diapositive 20, un croissant gazeux, lorsque vous regardez à droite du patient, vous allez voir un petit croissant gazeux interhépatodiaphragmatique droit qui signe la présence, qui signe un pneumopéritoine. Vous réalisez, vous observez de l'autre côté, à gauche, la poche à air gastrique qui est à ce niveau volumineuse. Donc cette poche à air gastrique, l'image qu'elle montre signe un volumineux, une image très volumineuse qui signe, et le plus souvent c'est ça, c'est l'attention qu'il faut faire, eh bien, ces deux ce croissant gazeux interhépatodiaphragmatique associé
à une volumineuse image au niveau de la poche aérienne gastrique, signe la perforation gastrique ou duodénale. Diapo suivante. Je crois sur cette diapo, au niveau de la diapositive numéro 21, vous allez voir le croissant gazeux qui est très là, qui ressemble à une demi-lune ou à un quart de lune que vous voyez, avec à votre droite et donc à gauche du patient, une volumineuse image au niveau de la poche aérienne gastrique. Cette image n'est pas la même diapo suivante sur un patient qui ne peut pas se mettre debout et chez qui vous réalisez une radiographie de l'abdomen sans préparation. Il faut rechercher ce poumon péritoire au niveau de l'ombilic, en région péri-ombilicale. Ainsi, voilà pour ce qui concerne la perforation gastrique. Vous voyez, comme vous voyez sur ce patient en décubitus dorsal, une image hydroaérique très volumineuse, mais dans la région péri-ombilicale. Troisième groupe d'étiologie, nous avons les perforations du grêle. Perforation iliaque d'origine typique le plus souvent dans nos milieux. Le contexte infectieux évolue depuis 2 semaines environ, parce que ça fait partie du deuxième septenaire que les complications digestives arrivent au niveau de la fièvre typhoïde. Eh bien, et ces complications surviennent au terme des 2 semaines où on va avoir, et vous allez rechercher habituellement ce que nous appelons civette, les céphalées, C pour céphalée, I comme insomnie, V comme vomissement, E comme épistaxis et T comme température. En abrégé, un mot technique pour pouvoir garder les signes classiques d'une fièvre typhoïde. Mais lorsque vous êtes au premier septenaire, vous ne pouvez pas penser à une perforation iliaque d'origine typique. C'est pourquoi il faut faire un examen, un interrogatoire minutieux afin de comprendre le contexte et de pouvoir aviser. On va avoir également une douleur qui va être en fosse iliaque droite. Autrefois, la sérologie de Vidal ou le sérodiagnostic de Vidal et Félix, et actuellement beaucoup plus l'hémoculture, surtout, va permettre d'isoler et de confirmer qu'il s'agit d'une fièvre typhoïde. Dans les autres cas, eh bien, la perforation peut être due à une nécrose, à l'origine d'une strangulation ou d'un volvulus du grêle sur bride, ou à une invagination. Exceptionnellement, l'ulcère. Quatrième groupe de causes à l'origine des péritonites aiguës généralisées, c'est les péritonites d'origine colique. Il y a, en premier lieu, nous allons citer les perforations des diverticules du sigmoïde qui va entraîner une péritonite pyostercorale très grave, les selles qui vont se déverser dans la cavité abdominale. Eh bien, c'est un tableau infectieux sévère et de très mauvais pronostic. Mais comment nous allons penser à cette perforation sigmoïdienne? Vous aurez une douleur qui va être brutale, mais cette fois-ci localisée dans la fosse iliaque gauche. Et très rapidement, on va avoir une altération de l'état général, une contracture abdominale qui va être maximale en fosse iliaque droite. Dans ce cas, vous n'aurez pas de pneumopéritoine. Et même s'il y en a, le plus souvent, il n'y en a pas, mais il est souvent inconstant. Généralement, dans ces cas, ce sont des cas qui se passent chez les sujets âgés avec
euh, le scanner abdominopelvienne qui va donc montrer qu'il s'agit d'une perforation diverticulaire. Au rang des causes, au rang des perforations coliques, nous avons diapo suivante, les cancers coliques. Eh bien, la perforation siège en amont du cancer ou d'un cancer obstructif. On parle de cancer diastatique. Donc, une perforation diastatique du secum, par exemple. Donc, une tumeur qui va se localiser au niveau du sigmoïde ou du transverse, avec la compétence donc des valvules de Bowen, eh bien, ce qui va entraîner une dilatation importante du secum, puis une perforation. Il va donc s'agir d'une péritonite fécale de mauvais pronostic. Les manifestations, en général, sont rarement bruyantes, puisqu'il s'agit des sujets âgés, porteurs de tares viscérales ou autres qui se défendent moins. L'examen clinique est souvent pauvre. La tomodensitométrie va donc préciser le diagnostic et permettre d'organiser la prise en charge du patient. Autre cause de péritonite génitale. Le plus souvent, il s'agit d'une péritonite, d'une perforation utérine liée à des manœuvres abortives ou des complications de curettage. Et c'est pourquoi il faut interroger, faire l'interrogatoire policier, et parfois vous n'avez pas l'information. Il faut en tenir compte et avoir le flair de faire un examen sous valve et d'aller pour aller voir quel est l'état du col utérin. Ceci vous permettra de comprendre, ou même au toucher, déjà vous allez voir un écoulement sanguin, des métrorragies que vous aurez. Si ce n'est pas le cas, il va s'agir d'une diffusion d'une salpingite purulente ou d'une péritonite qui va donc diffuser et entraîner une péritonite génitale, donc généralisée. Parfois, c'est une rupture d'un pyosalpins ou d'un kyste de l'ovaire suppuré ou d'un abcès ovarien. La particularité de cette pathologie, de cette péritonite génitale, c'est qu'il s'agit habituellement d'une douleur qui est localisée dans la région hypogastrique, avec le plus souvent des leucorrhées. Le maximum de la contracture va être dans l'hypogastre. Les touchés pelviens, en particulier les touchés vaginales, va être très douloureux, avec un utérus qui est douloureux à la mobilisation. Enfin, sixième étiologie, c'est la péritonite biliaire. Le plus souvent observé chez les femmes, des femmes obèses, avec un passé de lithiase qui est le plus souvent en cause. La particularité, c'est que la douleur siège au niveau de l'hypocondre droit, avec parfois une irradiation à l'épaule droite. L'interrogatoire va retrouver l'antécédent de lithiase biliaire connue ou de troubles dyspeptiques vagues. Ou bien, c'est des patients qui ont utilisé des contraceptifs au cours. Sur le plan physique, vous allez voir un subitaire conjonctival qui est inconstant,
Et dans ce cas, il est de grande valeur diagnostique. Le maximum de la douleur va être observé, le maximum de la douleur et de la contracture dans l'hypocondre droit va signer le diagnostic. Une fois que le diagnostic est fait, et que le diagnostic positif est fait, et que le diagnostic étiologique est envisagé, il y a lieu d'organiser la prise en charge du patient, la prise en charge opératoire du patient, en commençant par un bilan préopératoire. Diapo suivante. Un bilan préopératoire qui va comporter le groupage sanguin Rhésus. Nous avons dit que ça peut entraîner l'anémie. Il faut rechercher faire un hémogramme complet à la recherche d'une lipéleucocytose ou d'une anémie. Doser le taux de prothrombine et le temps de céphaline kaolin, qui va montrer par exemple une baisse du TP, du taux de prothrombine, ou un allongement du temps de céphaline kaolin. Demandez l'ionogramme sanguin pour rechercher une hyponatrémie et une hypocalémie. N'oubliez pas, on avait parlé des troubles ioniques dus à la constitution du troisième secteur qu'on avait observé au moment où on parlait de la physiopathologie. Le retentissement, il faut voir le bilan rénal qui va nous parler de l'urée, de la créatinémie, à la recherche d'une insuffisance rénale fonctionnelle aiguë. Et dans certains cas, eh bien, l'électrocardiogramme pourra rechercher s'il y a des troubles cardiaques ou non. Au passage, vous pouvez demander une sérologie à HIV ou apprécier le terrain et voir quelle est la situation. Secondairement, on peut demander par la suite une glycémie, mais comme c'est des sujets qui peut-être en ce moment n'étaient pas à jeun, on peut avoir un faux résultat. Que faire? Une fois que ce bilan préopératoire est fait, vous avez vu, c'est un bilan préopératoire très succinct. Groupage sanguin Rhésus, hémogramme, TP, ionogramme sanguin, urée, créatinémie, électrocardiogramme, ça suffit pour qu'on puisse organiser la prise en charge de ces patients précaires. Puisque plus on attend, moins ça vaut. Plus on attend, les troubles continuent, se multiplient et la gestion du patient posera des problèmes après. Vous allez quand même opérer, mais pour quel résultat? Le traitement va viser donc à rétablir l'équilibre hémodynamique, de calmer la douleur, d'évacuer l'épanchement et surtout de nettoyer le péritoine. Enfin, supprimer la lésion causale. Quels sont les moyens qu'on pourrait utiliser? Il y a la réanimation pré-, per- et post-opératoire. Cette réanimation qui doit être brève et intensive au début pour pouvoir permettre la rapide prise en charge du patient. Normalement, un patient souffrant de péritonite aiguë généralisée qui entre en urgence, en l'espace d'une heure que la réanimation a commencé, on pourra conduire le patient au bloc et le reste de la réanimation va se poursuivre au bloc opératoire pour limiter la progression de ces troubles qu'on observe chez ces patients. Eh bien, donc, c'est pourquoi nous disons ça doit être une réanimation brève et efficace en préopératoire. Prendre 2 abords veineux de sécurité, assurer le remplissage par des amines vasoactives ou des solutés pour corriger un état de choc éventuel, la correction des troubles électrolytiques, donner des antalgies pour lutter contre la douleur et une antibiothérapie. Diapo suivante. La chirurgie va faire la suite. Diapo suivante. Diapo suivante. Nous avons parlé déjà des moyens. Eh bien, le traitement, nous avons dit que c'est la chirurgie qui va être encadrée par une réanimation pré-, per- et post-opératoire. Donc, la laparotomie médiane qui va être observée, qui va être faite, parfois dans certains milieux où le diagnostic est fait, ou bien le malade est arrivé tôt,
est reçu tôt à l'hôpital, eh bien, une laparoscopie peut être faite et avec la possibilité donc de gérer, de gérer la situation. Donc, pour les malades vitaux, une laparoscopie peut être réalisée dans ces milieux-là. Dans les cas contraires, c'est une laparotomie médiane qu'il faut faire. Ça va permettre d'évacuer le troisième secteur, de faire une exploration complète de la cavité abdominale, de vider tous les liquides qui vont être au niveau des gouttières pariétocoliques, procéder donc à l'exérèse des organes si possible. S'il s'agit de l'appendice, enlever l'appendicite, il faut enlever l'appendice, la vésicule biliaire, le grêle, le côlon ou le sigmoïde. Donc, procéder à une résection des perforations. Essentiellement, il faut faire un lavage de la cavité abdominale correctement, un lavage abondant. C'est pourquoi nous avons mis en rouge avec plusieurs croix. Vous pouvez même faire avec 6 à 8 litres d'eau, à 8 litres de sérum physiologique pour pouvoir bien nettoyer, bien la cavité abdominale. Et c'est le seul moment utile pour qu'on puisse le faire convenablement pour avoir un résultat utile. Puis, procéder à un drainage de la cavité abdominale pour pouvoir vider les autres liquides qui resteraient. Sur le plan des indications, diapo suivante, nous pouvons dire que la Professeur, on ne vous entend plus vraiment. On vous a raté un peu. que la pathologie, les péritonites aiguës généralisées sont des pathologies fréquentes pouvant mettre en jeu le pronostic vital, d'où la nécessité d'une prise en charge rapide, diapo suivante, d'une prise en charge chirurgicale associée à une réanimation périopératoire. Professeur, votre micro est fermé, donc on n'entend plus rien. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes. Vous pouvez écrire dans la messagerie. Moi, je ne reçois plus du tout de professeur. Ah, c'est ça? Allô? Oui. Oui, Allô, au niveau de Pascaline, oui? oui, la DIA 31, 32. Je pense que ça va pas être du Oui? 31, 32. On ne vous a pas vraiment reçu. Ah, oh là. Oui, on retourne à la DIA. Je disais, 30, la DIA 31. Oui. 31, que c'est le traitement et que c'est lié, c'est la chirurgie essentiellement. Et dans certains cas, lorsque le patient est vu très tôt, dans les toutes premières heures où on l'a reçu, que la pathologie a commencé s'il est venu, et dans un environnement où la paroscopie peut se faire, on peut faire une laparoscopie pour organiser la prise en charge du patient. Dans les cas contraires, et le plus souvent, c'est la laparotomie médiane, afin de pouvoir faire une exploration minutieuse et correcte de la cavité abdominale, évacuer le troisième secteur qui est constitué et, si possible, enlever les organes malades ou l'organe malade. Donc, on peut faire des résections s'il y a des perforations. Il faut faire un lavage abondant de la cavité abdominale avec 4 litres ou 6 ou 8 litres de sérum physiologique parce que c'est le seul moment où vous pouvez faire
un lavage correct pour que pour que le malade puisse bien récupérer. Et enfin, assurer, dans certains cas, faire un drainage. Faire un drainage, et ça aussi, c'est lié à la pathologie en cause. Et quelles sont les indications? Dans les indications, nous allons dire, en général, c'est la chirurgie qui se fait dans tous les cas, mais encadrée par une bonne réanimation. Brève, paix et post-opératoire correct. Les résultats sont en général bons, mais il y a des risques de complications. Et ces complications peuvent conduire au décès parfois, malheureusement, du patient, en particulier lorsque le diagnostic est tardif et que la prise en charge est également tardive. En conclusion, chers collègues, chers participants, nous pouvons dire que les péritonites aiguës généralisées sont une pathologie fréquente pouvant mettre en jeu le pronostic vital, d'où la nécessité d'une prise en charge chirurgicale associée à une réanimation périopératoire pour que nous puissions mieux gérer surtout les péritonites secondaires. Merci pour votre aimable attention. Voilà, une fois encore, nous présentons nos excuses pour ces désagréments que nous avons eus au démarrage. Et bien à présent, nous allons passer à la phase des questions s'il y en a. Merci. Le démarrage fut en effet pénible, mais je pense que l'arrivée était vraiment belle. Donc, merci à vous, professeur, pour cette brillante communication. Je vais laisser la parole aux différents intervenants. Si en participant à une question, à une préoccupation, une préoccupation, ou aimerait partager une expérience par rapport à la prise en charge de la péritonite aiguë, je pense que c'est le moment, il suffit de lever votre main et je me ferai le plaisir de vous donner la parole. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de main levée, c'est tellement que le coup était assez digeste. Je vais attendre encore un peu de temps. Des points obscurs, s'il y a des points obscurs, il vaut mieux nous en parler pour qu'on puisse revenir là-dessus, pour voir, pour que nous puissions continuer à mieux organiser la prise en charge des patients admis pour péritonite aiguë généralisée. Merci. Il n'y a pas de question, mais professeur, moi, j'ai une petite question par rapport au péritonite. Les patients, par exemple, qui subissent des hystérectomies et qui, au décours de cela, développent un uropéritoine et qui se compliquent après péritonite, dans quelle classe vraiment on va classer ce type de péritonite? Est-ce qu'on va parler de péritonite iatrogène? Je me demande. Bon, d'accord. Si c'est à la suite, merci pour votre question, si c'est à la suite d'une hystérectomie qu'on a réalisée et que secondairement, il y a un hémopéritoine, cela veut dire que il y a certainement une lésion vasculaire qui s'est constituée et qu'il faudra le plus rapidement rechercher. Et si la surveillance du patient est bien menée, on pourra déjà déterminer cet hémopéritoine par une pression artérielle qui va être basse, une anémie qui va être observée, et donc l'état hémodynamique du patient va dégénérer très rapidement et les examens cliniques vont permettre de détecter qu'il s'agira à ce niveau un hémopéritoine, mais comme c'est un post-opératoire, dans un premier temps, on va dire qu'il s'agit d'une péritonite de post-opératoire.
qu'il faudra peut-être classer tel quel, mais c'est en paix opératoire qu'on va découvrir qu'il s'agissait plutôt d'un pneumo péritoine. Mais comme on est dans cet opératoire, on va d'abord incriminer cette péritonite opératoire avant de continuer. Voilà, c'est ce que je trouve à dire pour le moment. Merci. D'accord, professeur. Je pense il y a Monsieur Abdul Nazer Salifou qui a une question. Oui, Monsieur je vous écoute. Abdul Nazer, je pense que vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, ça va très bien. Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, j'aimerais Merci. savoir, parce que vous avez parlé de péritonite iléale, par perforation iléale. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que les shigelloses, il y a les parasitoses et les shigelloses, est-ce qu'ils sont incriminés dans les péritonites par perforation iléale? Parce que j'ai vu un patient qui était venu avec des troubles digestifs associés à des diarrhées sanguinolentes. Donc, au début, on a pensé à une shigellose, mais après, il a développé une péritonite par perforation. Donc, c'est pour cela que j'aimerais savoir, est-ce que la shigellose peut être incriminée parmi les péritonites par perforation iléale? Merci beaucoup. Merci. Eh bien, je crois que je peux répondre en même temps. Oui, Bon, professeur. merci Abdou Nasser Salifou pour votre question. Je crois dans les manifestations cliniques de votre patient, vous avez d'abord retrouvé une rectorragie. Une rectorragie et qui est liée, qui serait liée donc à une complication digestive, donc à une hémorragie digestive, observée le plus souvent au niveau intestinal et qui va donc, compte tenu de son importance, va donc rapidement être évacuée. Ça va être rouge vif ou parfois rouge sombre. Et ça fait partie des complications digestives de la fièvre typhoïde. Et le plus souvent, c'est des signes précurseurs qui vont annoncer par la suite une perforation iléale, puisque c'est au niveau iléal que le saignement a eu lieu, et le plus souvent c'est au deuxième septenaire. C'est au deuxième septenaire, et la complication à la perforation va s'opérer après le deuxième septenaire, c'est-à-dire après 2 semaines. Et donc c'est classique. C'est classique, hémorragie digestive par complication digestive d'une fièvre typhoïde, puis perforation digestive. Ça se voit souvent. Et le plus souvent, c'est chez les sujets, chez les enfants, que le plus souvent on observe ça. Mais parfois, on peut l'observer également chez les adultes. C'est possible. Voilà ce que je trouve à dire par rapport à la question de Abdou Nasser Salifou. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je vais donner C'est moi. rapidement la parole à Dr Didier Sewade Wekon, qui a posé une préoccupation dans un message. Oui, docteur Didier, merci de prendre la parole, d'ouvrir votre micro. Merci, professeur, pour la présentation. Merci à vous. Et on a toujours eu un problème avec nos réanimateurs, particulièrement au CNHU. J'ai l'occasion d'en parler. Le professeur sait bien de quoi je parle. Parfois, la prise en charge est retardée du fait, par exemple, d'un TP bas. On dit il faut corriger, il faut corriger. Alors qu'on sait bien que c'est un cercle vicieux, que pour rompre ce cercle, c'est d'aller opérer le patient. C'est surtout ça avec les anesthésistes. Je ne dis pas de docteur Facile, mais c'est le cas. Elle sait de quoi je parle à peu près. Je ne sais pas comment on peut arriver à convaincre les anesthésistes que le vrai problème, c'est d'aller opérer le patient. Et le professeur l'a dit dans sa présentation que la réanimation préopératoire doit être brève. Voilà, c'est ça ma préoccupation.
Donc, si je comprends Oui, bien, merci. le docteur est venu nous mitrailler, mais je dirais rien. Le C'est professeur pas a la parole. Non, il veut juste que te taquiner, mais en même temps, dit que ce n'est pas de toi il parle. Et donc, c'est pourquoi en abordant ce problème de réanimation, on ne peut pas, un malade qui vient du dehors, on ne peut pas le mettre sur la table. Ce malade qui présente un tableau de péritonite aiguë généralisée, il doit coûte que coûte y avoir une réanimation. Et c'est en cela que je cite le plus souvent notre maître, paix à son âme, le professeur Achadi Dominique, qui dit, mais vous avez dit qu'il y a péritonite aiguë généralisée. Les troubles continuent si vous ne prenez pas vite en charge votre patient. Et il faut donc que, au début de la réanimation, que ce soit une réanimation intensive en utilisant des drogues vasoactives pour stimuler davantage le patient et l'aider à supporter l'anesthésie. Et donc, c'est pourquoi je disais, une brève réanimation pour moi, c'est une réanimation intensive qui a commencé il y a juste 1 heure. Le reste va se poursuivre au bloc opératoire pour que les chirurgiens puissent faire rapidement leur travail. Et donc, je crois que nous allons finir par nous entendre convenablement là-dessus. Et j'espère que ça va se corriger. Et puisqu'on est dans cette dynamique actuellement avec le service des urgences du CNHU FM de Cotonou. Et on trouvera le terrain d'entente pour que, dès que ces patients arrivent, ils n'attendent plus longtemps. Ce qui soulève, une fois encore, le problème des kits chirurgicaux et de réanimation pour les patients du genre. Eh bien, nous sommes en pourparlers avec le chef de service, du service d'accueil des urgences à Cotonou, pour qu'on puisse mieux organiser la prise en charge de ces patients qui viennent pour des problèmes d'urgence chirurgicale viscérale. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je vais passer la parole à Monsieur Souleymane Abdou Fils. Monsieur Souleymane, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, Abdou. Bonsoir. Oui, merci beaucoup, professeur, pour la présentation. Merci à Moi, vous. vraiment, c'est une très bonne présentation. Et merci vraiment, cher maître. Moi, ma question, ça concerne vraiment si le cliché de la... Je vous entends moins. Je pense que sa question, c'est par rapport à l'ASP, à sa place Oui, en cas de péritonite, pas perforation du l'ulcère gastrique ou duodénal. oui. Et après, il dit à partir de combien de jours ou de temps on peut parler de péritonite post-opératoire. Sa dernière question, c'est peut-on faire une anastomose digestive en cas de péritonite stercorale? Bien, merci pour la question. Lorsque vous avez fait une chirurgie abdominale pour une raison ou pour une autre, et que dans les 48 heures, parce que dans les 24, 48 heures, le tableau peut être constitué. Ça dépend de la lésion causale. Si vous avez au cours donc de cette première chirurgie lésé ou bien fait une lésion iatrogène au niveau du tube digestif, eh bien, tout de suite, le déversement du contenu digestif va se faire dans la cavité abdominale et déterminer très rapidement une péritonite stercorale et qui n'attend pas. Donc, très rapidement, vous aurez le tableau et ça va être alors une péritonite post-opératoire. Eh bien, et là, même, je dirais, on n'a pas de temps pour ça, mais même jusqu'à 30 jours après une intervention, vous pouvez toujours parler d'une péritonite post-opératoire après une chirurgie abdominale. Ça peut ne pas être même sur le digestif, sur le type digestif, mais la péritonite peut être observée. Donc, dans l'espace dès le lendemain, un post-opératoire, agit de post-opératoire jusqu'au 30e jour, on parlerait toujours de péritonite post-opératoire. Maintenant, est-il possible de faire
une structure digestive en milieu septique, les avis sont partagés. Si nous prenons par exemple nos amis du Sénégal, très rapidement, ils font un abouchement du tube digestif à la peau et secondairement, pour faire donc une ostomie, ou secondairement une semaine, 2 semaines ou plus tard, pour pouvoir refaire l'anastomose digestive. Mais à Cotonou, nous avons des expériences en la matière, c'est que lorsque la cavité abdominale, lorsque on fait un lavage correct et que c'est possible, le plus souvent, à Cotonou, nous faisons une structure digestive. Structure digestive pour faciliter la récupération du patient parce que le problème qui se pose le plus souvent, les gens n'arrivent pas à tolérer ce qu'on appelle une stomie. Ils sont mal à l'aise et la gestion est plus difficile. On n'a pas de poche. D'abord, c'est difficilement qu'on est arrivé à l'opérer. Et vous allez maintenant demander qu'il achète des poches pour que vous puissiez quantifier ou bien appareiller convenablement cette ostomie. Ça devient difficile. Et donc, à Cotonou, les expériences nous ont montré que la structure digeste beaucoup de succès. Il est vrai, on peut avoir quelques rares de succès, mais le plus souvent, c'est bon. Donc, nous le faisons à Cotonou convenablement, mais c'est une question d'école. Mais l'école de Cotonou prône la structure digestive en milieu septique. Et nous avons des résultats probants qui l'expliquent et qui le soutiennent. Merci, Suleiman Abou, pour votre question. Merci beaucoup, professeur. On dit remarque qu'il y a des cas de cholécystite aiguë où le tableau est celui d'une défense généralisée, tout comme ça peut l'être dans une pancréatite aiguë. Ça peut l'être, je n'ai pas vraiment compris la remarque, mais voilà. Oui, lorsque vous avez une cholécystite aiguë, c'est pourquoi je parlais tantôt de... Tout se joue au niveau de l'interrogatoire. Tout se joue au niveau de l'interrogatoire. Il ne faut pas être distrait au cours de l'interrogatoire du patient parce que certaines informations clés vont passer. Si vous n'arrivez pas à les saisir, vous allez passer à côté du diagnostic. Et donc, du coup, l'interrogatoire va permettre de dire quels sont les antécédents du patient. Hein? Peut-être elle a un passé de lithiase, ou bien, avec en plus de ce passé de lithiase, la douleur est d'abord en fausse au niveau de l'hippocampe droit, dans la région épigaphique, beaucoup plus localisée au niveau de l'hippocampe droit. Et le plus souvent, c'est une douleur qui irradie à l'épaule droite. Et donc, c'est pourquoi il faut interroger convenablement les patients et avoir les informations pour pouvoir les exploiter. Dans le cas d'une cholécystite aiguë, vous n'avez pas une défense, vous n'avez pas une contracture. Mais par contre, dans la pancréatite, on en a, et qui parfois fait penser, fait jouer les acteurs de la chirurgie, et c'est un peu qui, au PF, font une laparotomie, c'est un peu opératoire, ils vont découvrir. Si entre-temps, ils n'ont pas pu faire la lipasémie, entre-temps, c'est parce que parfois, cette lipasémie peut ne pas être disponible dans cet hôpital. Attends, heureusement, actuellement, nous l'avons chez nous, où nous pouvons très rapidement demander cette lipasémie. Si elle est demandée, il faut qu'elle soit faite également. Si les moyens ne sont pas, donc tout ça là concourt à des difficultés. Donc, bref, c'est que la clinique, l'interrogatoire et l'examen clinique peuvent bien orienter et poser beaucoup plus de diagnostic de cholécystite aiguë que de pancréatite aiguë. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Merci à vous. Je vais vous laisser une fois encore la parole afin de nous dire ce que vous aimeriez qu'on garde vraiment de la formation de ce soir. Mais avant, permettez-moi d'annoncer la communication du samedi prochain. Samedi 16 septembre, nous aurons à débattre
de la prise en charge de la douleur post-opératoire. Et cette communication sera faite par l'un des enseignants d'anesthésie-réanimation du Gabon. Il va aborder cette thématique qui est l'une de ses sous-spécialités à l'ergologie et donc va débattre plus amplement de la douleur post-opératoire. Professeur, vous avez la parole pour nous dire Merci beaucoup, ce que vous aimeriez qu'on chers regarde. collègues, merci chers participants. Au terme donc de cet entretien, nous pouvons dire que les péritonites aiguës généralisées, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont fréquentes, elles sont très fréquentes, et surtout, il faut pouvoir interroger convenablement le patient et rechercher l'origine de sa douleur, le point de départ de sa douleur. Et à partir de cela, ça va permettre déjà de dire il pourrait s'agir de tel organe ou de tel autre. De faire un examen minutieux du patient pour pouvoir retrouver les signes clés, en particulier la défense et la contracture, surtout la contracture, qui est une contracture permanente, douloureuse, invincible, avec le ventre de bois. Et ceci va donc orienter et dire, ah, nous sommes en face d'une péritonite aiguë généralisée chez ce patient. Deuxième point à savoir et à faire, donc, il n'y a pas lieu de se lancer dans beaucoup d'exploration. Si l'examen est bien conduit, eh bien, une radiographie de l'abdomen en préparation en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve pourrait permettre de retrouver le croissant interhépatique diaphragmatique pour réaliser s'il y a une perforation ou non. S'il s'agit d'une péritonite appendiculaire, la douleur va être beaucoup plus maximale en fosse iliaque droite avant de se généraliser à la cavité abdominale. N'oubliez pas les cas de péritonite où le plus souvent c'est d'origine abortive. Il faut en tenir compte. Et le plus souvent chez des patients en activité génitale. Dans certains milieux où les moyens le permettent convenablement, eh bien, certains font une tomodensitométrie abdominale peut aider également à faire le diagnostic pour organiser la prise en charge. Et ce qu'il faut, c'est que nous devons comprendre que ce n'est pas beaucoup d'examens pour le bilan préopératoire, ce n'est pas beaucoup de choses qu'il faut. Des choses utiles pour pouvoir organiser la prise en charge rapide du patient, puisque nous savons que le processus de perturbation ou de défaillance multiviscérale va s'installer très rapidement si rien n'est fait à temps. Et donc, il faudra alors prendre des dispositions, le groupage sanguin registre. Tous ces examens qui sont demandés, on ne va pas attendre leur retour. On ne va pas attendre l'obtention de ces examens-là avant de conduire le patient au bloc opératoire. Et c'est au bloc opératoire que les résultats vont nous parvenir pour qu'on puisse continuer la gestion, puisqu'ils ne vont rien modifier dans la prise en charge de votre patient. Vous savez, on sait que bon, on aura un tableau d'anémie qui peut s'observer. On prévoit le sang. Et si l'anémie s'installe vraiment, on le transfuse. On sait qu'il y aura des problèmes d'insuffisance rénale qui vont être liés à une hypoperfusion. Donc, réhydratation et hydroélectrolytique du patient avec les ions qu'on ajoute. Et ceci, ça permet de rapidement organiser la prise en charge du patient. Dans tous les cas, on ne va pas attendre les résultats des examens là-dessus et nous conforter dans notre diagnostic. Ceci va permettre de mieux sauver les patients et de mieux écouter leur séjour hospitalier. Voilà ce que je pense qui serait utile que nous gardions, que la prise en charge d'une péritonite aiguë généralisée, ce n'est pas « je vais le faire après ». On l'entend, le diagnostic est fait, direction le bloc opératoire, brève réanimation, et puis nous allons. N'oubliez pas, les chirurgiens, il faudra faire une toilette abondante de la cavité péritonéale pour éviter les péritonites post-opératoires. Voilà pour ce que je pense, chers collègues, chers participants à cette séance.
qui me paraissent les parties les plus importantes à garder pour cet entretien que nous avons dû ensemble. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette communication. Nous allons nous dire à samedi prochain pour la prochaine communication. Merci. Bonne soirée. Merci.